Salut à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Dans cet épisode, on va débriefer très rapidement la deuxième semaine du Tour de France, parce qu'on l'a déjà fait partiellement dans l'épisode que j'ai sorti au milieu de la semaine dernière. Et ensuite, on parlera de la troisième semaine, on va se pencher sur les profils des étapes et essayer de voir quels sont les derniers enjeux de cette troisième semaine d'un Tour de France qui commence à être déjà un petit peu plié sur pas mal d'aspects. Donc on reprend tout de suite très rapidement la deuxième semaine. On avait donc cette étape entre Toulouse et Toulouse, qui était une magnifique bataille entre les échappés et cette victoire de Jonas Abrahamsen. Franchement, étape très très sympa à suivre. Peut-être la meilleure de la semaine, tout simplement. Donc on en demande de nouvelles comme ça. Étape numéro 12, Auch-Hautacam avec Pogacar donc, qui a écrasé le Tour de France sur cette étape-ci. On s'y attendait un peu, mais donc relais énorme de Narvaez en bas de Hautacam. Et puis l'ogre Pogacar tout simplement qui évolue à son meilleur niveau, qui a mis une distance à tout le monde parce qu'il est tout simplement meilleur. On avait vu donc à ce moment-là quand même Kevin Vauquelin bien s'accrocher, donc c'était un élément de satisfaction. Et puis on avait en contrepartie Remco Evenepoel qui était un peu dans le dur. Ça s'est un peu confirmé le lendemain sur le chrono de Péragude, que Evenepoel n'a fini qu'à la 12e place, donc là on s'est dit il y a quand même quelque chose de bizarre. Remco, qui était vraiment pas dans son assiette sur ce chrono-là, même si c'est pas exactement son exercice favori, les côtes comme ça, mais bon, c'était quand même un chrono. Pogacar qui regagne ce chrono donc devant Jonas Vingegaard avec 36 secondes. Donc on s'est un peu rassuré sur Vingegaard parce qu'il a pris une moins grosse tôle que la veille, mais bon, il était quand même un ton en dessous de Pogacar. C'est surtout les impressions visuelles qui sont assez marquantes à chaque fois, hein. Et puis Vingegaard, lui, qui remet pareil, on va dire 45 secondes à Primoz Roglic. Roglic qui s'est un peu réveillé sur cette étape-là, mais bon, dès le lendemain, il a reperdu un peu pied. Et puis après, il y avait Lipovic qui était pas mal. Et puis Lenny Martinez qui avait fait quand même un top 10 à noter. Mais donc voilà, chrono qui était sympa, mais le problème c'est que le tour pardon, était déjà pas mal plié la veille, donc on avait un peu du mal à se hyper pour ce chrono-ci. Euh, Surtout que pour la victoire d'étape, c'était encore Pogacar qui était l'immense favori, qui a très vite pris beaucoup d'avance, donc difficile de vraiment rentrer à fond dans cette étape-là. Étape numéro 14 entre Pau et Super Bannière de Luchon. Pour être honnête, j'étais en déplacement ce jour-là, donc j'ai pas pu voir l'entièreté de l'étape. On a eu quand même un beau baroud d'honneur de Lenny Martinez pour aller chercher des gros points de la montagne, notamment dans le Tourmalet. Bon, finalement, c'était pas le plus fort de l'échappée, parce que le plus fort de l'échappée, c'était Timen Arensman. Franchement, très grande force de d'Arensman. Franchement, très solide, parce que les autres qui étaient dans l'échappée, c'est Tobias Johansen qui a fini à 3 minutes, Carlos Rodriguez à 3,15, Jordan Jegat 3,49. Donc il a mis énormément de temps aux autres coureurs qui étaient présents dans l'échappée, qui n'étaient pas n'importe qui non plus. Donc ça montre vraiment que le Néerlandais était dans une très bonne forme. Et donc cette étape de Luchon Super Bannière, on s'est un peu regardé dans le final, on savait pas trop qui devait attaquer. Euh, Pogacar plutôt sur la défensive, en même temps il n'avait pas forcément besoin d'attaquer sur cette étape-là. On sentait qu'il y avait probablement un peu aussi d'opération de com, hein, du côté de la team UAE. On veut pas gagner toutes les étapes non plus, on veut pas dégoûter notamment le public, donc ils auraient pu gagner cette étape-là, ils ont choisi de ne pas la gagner, donc Arensman mérite amplement sa victoire, mais malgré tout, il sait que s'il a gagné, c'est grâce à Pogacar, parce que Pogacar lui a permis de gagner. Donc c'est toujours un peu frustrant pour un coureur comme ça, mais bon, il était quand même très très fort, donc bravo à lui. Pogacar donc qui finit devant Vingegaard en le déposant au sprint, tout simplement. Il lui met 4 secondes au sprint, plus les 4 secondes de bonif. Et derrière, on avait Félix Gall qui avait anticipé, qui a fait une très belle montée. De toute façon, Félix Gall, lui, dans cette fin de Tour de France, là on verra en troisième semaine, mais risque de reprendre du temps un peu à ses adversaires. Donc Félix Gall qui finit quelques secondes devant Lipovic. Lipovic, lui, qui n'avait pas pris un temps d'avance, qui est probablement un peu meilleur en montagne que Félix Gall, mais qui est parti de plus loin. Donc belle montée aussi de son côté. Et après, on a seulement 45 secondes derrière Oscar Onley. Et encore après 45 secondes, non, 35 secondes derrière, Primoz Roglic et Banili. Donc on a quand même eu des beaux écarts derrière les deux monstres que sont Pogacar et Vingegaard, avec une belle étape de Banili. Banili qui est fini avec Primoz Roglic, donc ça c'était assez surprenant. Banili qui va aller chercher son top 10 très probablement sur le Tour de France. Roglic qui montre encore une fois à quel point il est déclassé dans la hiérarchie, hein. Il finit quand même à 35 secondes, 37 secondes même derrière Oscar Onley, plus d'une minute 20 derrière son coéquipier Lipovic. Ça fait mal.
On avait Tobias Johansen qui a fini pas très loin aussi, mais qui était dans l'échappée, donc il a dépensé beaucoup d'énergie. Et puis Vauquelin qui malgré tout fait 10e de l'étape, donc qui conserve une bonne place au classement général. C'était pas l'étape la plus vibrante non plus, même si je vous dis je l'ai pas pu la vivre en intégralité. J'ai l'impression que les parties où Lenny Martinez était devant et Pierre Hensman, c'était assez sympa à suivre. Par contre, sur le plan du classement général, c'était assez monotone. Et l'étape numéro 15, Muret-Carcassonne. Donc, étape évidemment promise aux baroudeurs, ça a été le cas. On a eu une grosse bataille pour aller chercher l'échappée, qui a été un peu décidée par la chute qui a notamment impliqué Julien Alaphilippe, mais Julien Alaphilippe qui s'est bien relevé puisqu'il a fait troisième de l'étape, qui a réglé au sprint le groupe d'échappés qui était derrière Tim Wellens. Et donc Tim Wellens qui était simplement trop fort. Là, c'était une étape de très gros gazier, un peu comme à Toulouse. Il fallait être très puissant pour être devant. Tim Wellens était juste trop fort. Il a décroché tout le monde. Et il y avait des gars très forts derrière. On a vu notamment un Warren Barguil qui était en bonne condition. Évidemment, un Quinn Simmons qui était une machine à rouler avec un Victor Campenaerts aussi. Et donc, Campenaerts qui s'est extrait aussi du groupe quand ça se regardait un peu pour finir à la deuxième place. Mais une étape assez sympa à suivre, même si ce qui est un peu dommage, c'est comme pour l'étape de Ben Hill, on a vite connu le vainqueur parce que ils se sont isolés. Bon là, je sais plus à combien, 30, 40 km, Timo Lenz s'est isolé à l'avant. Pareil pour Banili à l'époque. Donc c'est dommage parce que quand on les voit partir tout seuls et qu'on sait que derrière ça va se regarder, on connaît déjà un peu le vainqueur à l'avance. Ce qui est un peu dommage pour le suspense, mais là bon, il n'y avait pas grand-chose à faire face à Timo Lenz. Timo Lenz qui vient chercher donc la cinquième victoire du team UAE. Et si on doit faire un bilan de ce début de Tour de France, il y a quand même un truc qui choque un peu, c'est que c'est toujours les mêmes équipes qui gagnent, et c'est vraiment que les plus forts qui sont allés s'imposer. Donc on a évidemment la victoire de Mathieu Van Der Poel, les victoires des sprinters, donc Merlier, Philipsen, Milan, où là c'était vraiment les meilleurs sprinters, la victoire d'Evenepoel sur le chrono, toutes les victoires de Pogacar, et ensuite c'est des étapes, il y a Ben Illy qui allait chercher une étape en solide, en étant très costaud, pardon. Pareil pour Simon Yates, l'étape qu'il allait chercher c'était très dur. L'étape où Abrahamsen a gagné, il était très imposant aussi. Puis là, Tim Wellens et Arensman, c'est vraiment que des coureurs très très forts qui gagnent sur ce Tour de France. On n'a vraiment pas de place pour les mecs un peu entre deux, donc il faut être très solide pour s'imposer. Et c'est toujours à peu près les mêmes formations qui s'imposent, hein. Donc on a eu la victoire d'étape pour la Visma, même s'il n'y en a qu'une seule. Les 5 victoires d'étape pour la UAE, les 2 victoires d'étape pour la Lidl Trek, les 2 victoires d'étape pour la Alpecin de Koenig. C'est toujours un peu les mêmes équipes. On a que Abramsen qui a sorti un peu du lot en gagnant une étape pour une OX, mais il faut vraiment être très fort et avoir une très bonne équipe pour s'imposer sur ce Tour de France. Si on regarde maintenant les classements à l'aube de cette deuxième semaine du Tour de France, en termes du classement général, c'est déjà plié, malheureusement. On en a déjà parlé, mais Pogacar a déjà 4 minutes d'avance sur Vingegaard. Donc vraiment, il y a un programme très difficile en troisième semaine. Mais vu l'aisance que Pogacar avait sur les étapes, c'est difficile de l'imaginer être repris par Vingegaard d'une manière ou d'une autre. Ensuite, on a Lipovitz qui est à 7,53. Donc c'est quand même assez fou. On est en deuxième semaine, le troisième est à 7,53. Florian Lipovitz, donc qui est quand même le gros favori pour aller chercher la troisième place, hein, maintenant qu'il n'y a plus Remco Evenepoel. Oscar Onley quatrième à 9,18. Oscar Onley qui lui est dans une galaxie un peu en dessous de Florian Lipovitz, mais un peu au-dessus de ceux qui sont derrière. Et puis après Kevin Vauquelin à 10 minutes. Donc le cinquième, c'est Kevin Vauquelin. Donc ça, c'est quand même assez fou. Kevin Vauquelin est cinquième du classement général du Tour de France après 2 semaines. Ça, c'est quand même un élément de satisfaction pour la France parce qu'on n'a pas eu de victoire d'étape. On n'en aura pas en troisième semaine. Mais on a quand même Vauquelin qui fait cinquième du Tour de France pour l'instant. Bon, évidemment, ça va un peu bouger. Il va peut-être plutôt faire septième ou huitième. Mais impressionnant. Et il y a un truc qui me choque aussi, c'est que Ben Illy est dixième à 18 minutes. Ça, c'est quand même assez dingue. Donc on a Tobias Allan Johansen qui est huitième à 12 minutes. Et après, on a Carlos Rodriguez à 18, avec Ben Hilly à 18, Jordan Jegat à 19. Et donc ça, c'est les 9, 10, 11, ceux qu'on parle qui sont à 19 minutes. Donc il y a des écarts phénoménaux sur ce Tour de France. C'est lié à quoi? C'est lié au fait qu'on ait des étapes très dures. On a vraiment beaucoup de difficultés sur ce Tour de France. On a un Pogacar qui est simplement impérial. Et aussi, on a une hécatombe de favoris qui sont soit pas en forme,
soit qui ont abandonné. Si on regarde pour l'instant, dans ceux qui auraient dû être dans le top 10 mais qui y sont pas, Almeida, parce qu'il a abandonné, potentiellement Adam Yates, mais Adam Yates, on n'était pas trop sûr. Simon Yates, on savait pas trop. Jorgensen devait être dans le top 10, mais force est de constater qu'il n'est pas dans la forme de sa vie. Evenpool qui a abandonné, qui aurait dû être dans le top 10, même dans le top 3, on va se dire. Ensuite, qui d'autre? Buitrago aurait pu être dans le top 10, il a chuté, il a abandonné, donc pas de Buitrago dans le top 10. Carlos Rodriguez, bah, il est dans le top 10, mais on attendait mieux de lui. Là, il joue les échappées en Marlou, c'est assez surprenant. Euh, la Red Bull Bora, ils ont Lipovic et Roglic qui sont dans le top 10, mais Roglic n'est pas vraiment au niveau qu'on escompte. C'est pour ça que Kevin Vauquelin est cinquième et qu'il est devant Roglic. Ensuite, on avait un Skelmose qu'on attendait dans le classement général. Il a lâché et puis ensuite il a eu cette terrible chute qui l'a fait abandonner, donc il n'est pas dans le top 10. Guillaume Martin, bon, on l'attendait pas dans le top 10, mais il est très loin aussi. En fait, il y a énormément de gros coureurs comme ça qu'on attendait, qui sont pas présents dans le top 10. Ben O'Connor aussi, on aurait pu y penser, pour un bon classement général. Henrik Mas qui n'est pas du tout à son meilleur niveau, qui est fantomatique pour l'instant, alors qu'on aurait pu attendre de lui un bon classement général. Bref, tout ça fait qu'en gros, il y a énormément de place sur ce Tour de France, et donc on a des coureurs dans le top 10 qui ont des niveaux très très loin de ce qu'on peut attendre. Sans manquer de respect à Kevin Vauquelin, qui se retrouve actuellement cinquième alors qu'il a pas du tout le profil pour être cinquième. Attention, Kevin Vauquelin se dépasse évidemment, mais c'est quand même assez fou qu'il soit cinquième. Que on ait Lipovic et Onley 3 et 4, ça c'était vraiment inattendu au début du Tour de France aussi. Qu'on a un Tobias Allan Johansen dans le top 10, on pouvait s'y attendre, mais là il est quand même plus proche du top 5 que du top 10. Carlos Rodriguez qui a totalement explosé, un Ben Illy 10e, Jordan Jegat 11e, Narvaez 14e, c'est des classements qui sont assez surprenants. Et donc ça montre qu'en fait on a un mec trop fort, et derrière t'as plein de gars qui ont totalement explosé, ou alors qui ont chuté, mais il y a vraiment beaucoup de place sur ce Tour de France, et donc c'est pour ça que c'est aussi la bonne année pour Kevin Vauquelin pour aller chercher un top 10. Je veux pas remettre en cause sa performance, évidemment, parce qu'il est là où tous les autres n'ont pas réussi à être, mais il a choisi son bon moment pour être en forme. Et là, il y a clairement la place pour aller chercher une belle place, peut-être sixième, peut-être septième, on verra à l'avenir, mais voilà. Au classement, ça c'était le classement général. On va se pencher rapidement sur le classement à points, le classement du maillot vert. On a cru là sur l'étape qui arrivait à Carcassonne que Van der Poel allait aller chercher l'étape et relancer le classement. Finalement, il n'était pas en forme, il a fait trop d'efforts, hein, Van der Poel, sur ce début de Tour de France. Là, il est un peu claqué, il a la pancarte, donc il n'a pas pu aller chercher des points. Je pense que ça sonne peut-être le glas de ses ambitions pour le maillot vert. On reparlera rapidement après des étapes qui arrivent, mais concrètement, il y a un sprint où il va perdre énormément de points par rapport à Milan. Il pourra aller jouer les sprints intermédiaires, mais souvent ils sont situés au début des étapes, donc Milan pourra aller les jouer aussi. Il y a l'étape de Paris où Van der Poel peut aller chercher des points, et l'étape de Pontarlier peut-être, mais je suis pas sûr qu'il la joue celle de Pontarlier. Donc je pense que cette étape de Carcassonne, le fait que Van der Poel n'ait pas réussi à jouer la victoire, ça a un peu sonné le glas de ses ambitions du maillot vert. Donc reste un mini-match entre Jonathan Milan et Pogacar. Pogacar qui a 30 points de retard sur Milan, mais Pogacar n'a pas décidé d'être un glouton, donc il ira gagner à la Lose, il ira gagner au Ventoux, et ça lui fera pas 7 points pour aller chercher Milan, qui lui fera des bons points sur l'étape de Valence, fera peut-être des points sur l'étape de Paris. Pogacar, je sais pas s'il jouera l'étape de Paris, donc je pense que le maillot vert est quand même plutôt joué maintenant pour Jonathan Milan, même si les écarts sont assez faibles. Pogacar ne va pas s'y intéresser, et Van der Poel, je pense là, il a malheureusement un peu signé le glas de ses ambitions. Pour le maillot de la montagne, en revanche, rien n'est joué parce que le porteur du maillot, c'est Lenny Martinez, donc ça c'est très cool. 60 points, mais il y a 8 points derrière Tadej Pogacar. Pogacar qui va chercher des gros points au sommet du Ventoux, des gros points au sommet de la Lose, peut-être des gros points au sommet de la Plagne. À chaque fois, c'est hors catégorie, donc ça va chiffrer 50, 50, 50. Donc pour Martinez, il faudra vraiment la jouer très fine. Il y a un autre coureur qui est dans la bataille, je pense, c'est Timen Arensman qui a 48 points. Donc pas très loin de Pogacar, seulement 12 points derrière Martinez. Il est en bonne forme, Timen Arensman. Donc il a au moins une aussi bonne forme que Lenny Martinez. Donc ça va batailler dans les échappées pour aller chercher des points. Et après, je pense que les autres, on peut un peu les éliminer. À l'époque, j'avais mis Woods la semaine dernière dans le classement. Il est pas si loin, il a 38 points. Mais en termes de forme, il a l'air un peu en dessous d'Arensman et Martinez.
Donc je pense que ça sera un match à 3 entre Pogačar, Arensman et Martinez. Léger avantage à Pogačar. Ensuite, je dirais peut-être plutôt Martinez parce qu'il a quand même 12 points d'avance sur Arensman. Et en fait, Arensman a gagné déjà une étape, donc il a déjà réussi son tour, alors que Martinez, il sera obligé de faire des choix. Et je pense que le choix, ça va être de jouer les points plutôt que la victoire d'étape, parce que la victoire d'étape, ça sera trop dur. Et parce que les points, c'est peut-être le seul accessible et il pourra pas jouer les deux. On l'a vu là sur l'étape du Tourmalet, il est allé chercher les points plutôt que l'étape. Et finalement, c'est Arensman qui gagne une étape de prestige. Donc c'est pour ça que je mets légèrement Martinez devant Arensman sur la hiérarchie pour le maillot de la montagne, parce que je pense que Martinez le voudra plus. Et par contre, en termes de forme, peut-être qu'Arensman est un peu meilleur. Mais malgré tout, Pogacar reste le favori. Au maillot blanc, bah, vu qu'il n'y a plus Remco Evenepoel, ça rebat un peu les cartes. Globalement, on a un match entre Florian Lipovic et Oscar Onley. Gros avantage pour Lipovic quand même, qui semble meilleur en montagne. Et il y a encore beaucoup de montagnes à venir. Kevin Vauquelin est à 2,28, alors qu'Oscar Onley est à 1,25. Je pense que Kevin Vauquelin, il a pas du tout la forme des deux devant, donc ça sera entre Lipovic et Oscar Onley. Mais quand même, Lipovic, à moins qu'il lui arrive un truc, est quand même très avantagé là-dessus. Donc voilà pour le point sur les classements. Au bout de la deuxième semaine, euh, donc bilan de la semaine, un peu mitigé parce qu'on a eu des très belles étapes. Je pense notamment aux étapes de transition, malheureusement, parce que les trois étapes des Pyrénées, c'était pas forcément les plus cool à suivre. Enfin, au Takam, c'était cool à suivre jusqu'à ce que Pogacar lâche Vingegaard. Après, il y avait plus trop de suspense. Donc Peyragudes, il y avait pas trop de suspense non plus. Et puis cette étape de je vais trouver de super bannière de Luchon, pardon, c'était super pour Arensman, mais super Arensman à super bannière. En revanche, étant donné que Pogacar et Vingegaard se sont pas vraiment livrés à 100%, on a eu du mal à kiffer. Alors que les deux étapes de transition, celle à Toulouse et Carcassonne, c'était vraiment la folie du début à la fin. Donc bilan un peu mitigé sur ce Tour de France. Le bilan aurait pu être très bon, mais malheureusement, il n'y a plus de suspense pour le maillot jaune, donc ça n'aide pas trop à avoir une vision positive de ce Tour de France pour l'instant. Encore une fois, je préfère préciser, moi je suis plutôt team Vingegaard cette année, parce que, comme vous l'aurez compris, je préfère le suspense au supporterisme, tout comme j'étais pour Pogacar il y a 2 ans quand Vingegaard était intouchable. Mais bah là, Pogacar était trop fort et on n'allait pas entretenir un faux suspense, donc il a écrasé le tour. S'il pouvait le faire, il fallait qu'il le fasse. Ça fait un peu mal au suspense parce que ça fait des mois qu'on se hype pour un Tour de France qui a été bouclé au bout de la 12e ou 13e étape. Mais à un moment, bah, il est plus fort, il est plus fort. J'ai pas envie de me poser les questions de pourquoi il est plus fort. Juste, je me réfléchis aux conséquences et je me dis, bah, vu qu'il est trop fort, c'est pas forcément très bon pour le cyclisme parce qu'il y a beaucoup des courses qui sont déjà pliées. Après, si on réfléchit aux questions de dopage, etc., je pense que c'est pas mon rôle d'en parler, pardon. J'ai pas de preuves, je n'ai rien du tout. Évidemment, il y a une question quand même de surdomination des équipes UAE et puis Visma, notamment UAE. C'est géré par un État tout-puissant. Ils ont énormément d'argent, ils ont les meilleurs coureurs. Ils ont Pogacar qui est le meilleur coureur du monde depuis ces 50 dernières années. Donc c'est une ultra domination qui fait pas forcément du bien au cyclisme, mais là en l'occurrence, on peut pas demander à Pogacar d'en garder un peu sous la pédale pour me maintenir un faux suspense. Déjà parce que ça serait un faux suspense, donc on n'y croirait pas. Et ensuite parce que ça serait pas très respectueux vis-à-vis de ses adversaires. Je suis pas sûr que Vingegaard il a envie de gagner le Tour de France parce que Pogacar a levé le pied. Mais bref. Je referme ce débat-là sur le suspense. Je pense qu'on a tous des avis un peu différents. Je vous présente le mien, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire le vôtre. Voilà, maintenant que c'est fait, on va essayer de se poser sur la troisième semaine, voir un peu les différents profils, et on va voir ce qu'il pourra s'y passer. Donc tout d'abord, cette troisième semaine, elle est très difficile quand même, on va le dire, hein. Il y a 3 arrivées au sommet très compliquées. Au Ventoux, à la Lose, à la Plagne. On aura une étape de sprint entre deux à Valence, une étape de grand n'importe quoi à Pontarlier, et ensuite bah, Paris, c'est un petit peu la roulette russe pour l'instant, donc on en parlera. Tout d'abord, l'étape du Ventoux, étape numéro 16 donc. Bah, concrètement, c'est 150 km de plat, puis on se tape le Mont Ventoux par Bédouin. Donc ça sera une vraie véritable course de côte. À noter que ça sera le lendemain de la journée de repos, donc attention à la panne de jambes pour certains. Heu, Là sur le profil, pour l'ascension qui est répertoriée, c'est 15,6 km à 8,7. Donc plus de 15 bornes à quasiment 9% de moyenne. Évidemment, c'est le Mont Ventoux, c'est affreux. Sachant qu'en réalité, ça fait plus de 20 km l'ascension, hein, qu'il y a pas mal de faux plats montants au début, donc heureusement qu'il y a que le Ventoux parce que c'est affreusement difficile.
À noter que à 112 km de l'arrivée, non, au kilomètre 112, pardon, je dis des bêtises, on a le sprint intermédiaire. Donc, est-ce qu'il aura son importance pour le classement du maillot vert? Je pense que oui, quand même. À mon avis, Milan sera dans l'échappée ou essaiera d'y être pour marquer des points sur ce classement-là du maillot vert. Et après, ça devrait être à peu près joué avec l'étape du lendemain, donc on verra ce qui va s'y passer. Et ensuite, bah, pour le reste de l'étape, je pense que les leaders vont contrôler, hein, tout simplement parce qu'une étape au Ventoux, c'est très prestigieux. Évidemment, UAE, je pense, imprimera un tempo parce qu'ils vont vouloir une victoire de Pogacar au sommet. Donc je vois mal une échappée s'imposer, notamment parce que l'étape pardon, est toute plate au début du tracé, vous connaissez la chanson, donc ça veut dire qu'on n'a pas forcément des grimpeurs dans l'échappée, donc potentiellement des gars qui vont perdre 10 minutes dans le Mont Ventoux par rapport à un Pogacar, donc grosse probabilité que ça soit un favori qui gagne, et donc grosse probabilité pardon, que ça soit Tadej Pogacar. Euh, une certitude qu'on a, c'est que Vingegaard il doit attaquer, parce que bon, il a 4 minutes de retard. Il s'en fout de faire deuxième, donc il va devoir attaquer. Est-ce qu'il aura l'occasion de le faire? C'est une autre question. Comme je le disais, je voyais bien un gros train de la UAE. Donc on va faire rouler Polit, Sivakov et puis Wellens sur le plat. Et puis ensuite on fera la machine Soler, Yates et puis Narvaez. Donc en fait, pas certain que, que Vingegaard ait la capacité d'attaquer avant l'attaque de Pogacar, parce que ça va rouler très très vite. Donc on verra à quel niveau il est. C'est la troisième semaine, c'est un peu différent de la deuxième. L'écart de niveau était très important en deuxième semaine. Est-ce qu'il se sera un peu réduit en troisième? C'est pas sûr. Mais de toute façon, Vingegaard doit tenter le tout pour le tout, donc je pense qu'il le fera. Euh, donc Pogacar va gagner l'étape très probablement devant Vingegaard, à moins qu'on ait un retournement de situation. Et puis derrière, ça sera un peu sauf qui peut pour le classement général. Chacun va essayer de s'accrocher comme il le pourra. Là, ça sera pas vraiment question d'équipier, hein, vu que c'est une course de côte. Tout le monde sera seul dans la pente face à soi-même. Je me pose la question de Kevin Vauquelin, déjà parce que ça sera la troisième semaine et qu'il n'a jamais joué sur 3 semaines. Et là, c'est une ascension très longue et très difficile. Lui qui est plutôt un effort puncher de base. Bon, l'avantage pour lui, c'est qu'il n'y a pas d'enchaînement d'ascension. Donc c'est déjà le bon point. Mais là, c'est très long et très difficile. Donc j'espère que Kevin aura les jambes pour tenir pas trop mal. Et sinon, en termes de hiérarchie dans les meilleurs grimpeurs, là, je pense que ça sera vraiment à peu près le classement général actuel, hein. Pogacar, Vingegaard, Lipovic, derrière probablement Onley. On verra si Roglic et Tobias Allan Johansen sont à peu près au même niveau avec Félix Gall peut-être. Kevin Vauquelin qui devra essayer de s'accrocher, pardon. Puis on verra pour un Benini s'il est encore dans le coup à ce moment-là. Mais voilà, une course de côte, je pense que le scénario est à peu près écrit d'avance. Donc on sait que c'est des endroits qui sont assez exposés au vent. Les routes pour aller jusqu'au Mont Ventoux. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a Mont Ventoux dans le nom. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment beaucoup de vent ce jour-là. Donc à surveiller au cas où. Mais pour l'instant, on va dire que c'est un élément qu'il faut pas prendre en compte. Là pour l'instant, en fait, lundi il a l'air d'avoir pas mal de vent du côté de Montpellier, mais mardi c'est un peu différent. À noter qu'il fera beau, mais il devrait pas faire caniculaire non plus. Donc ça c'est un avantage parce qu'on sait que le Mont Ventoux, c'est absolument découvert et ça part de pas très haut en altitude, donc parfois il peut faire très chaud et ça rend la course un peu plus difficile. Étape du lendemain, c'est l'étape du sprint, la dernière étape de sprint de ce Tour de France entre Bolène et Valence. Donc évidemment, les équipes de sprinteurs auront très très faim. Elles vont être très fatiguées aussi, mais elles auront très faim. Après, l'avantage pour eux, c'est qu'il y aura une étape la veille avec pas mal de plats, puis ensuite, il n'y aura pas trop de problèmes pour les délais, je pense, dans le Ventoux, donc ils pourront ne pas le faire à fond. Il y aura la journée de repos avant, donc je pense qu'ils auront quand même assez de ressources pour aller chercher les échappées. Donc est-ce qu'on verra quand même une échappée tenter le coup? C'est possible, mais c'est pas certain. Euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lidl Trek va rouler pour faire le sprint intermédiaire, pour faire l'arrivée, parce qu'il faut prendre des points en maillot vert. Intermarché va rouler pour William Girmay. Et ensuite, peut-être aussi même qu'on aura Soudal qui va rouler, hein, parce que maintenant qu'ils ont plus Evenpool, leur leader c'est Tim Merlier, donc ils peuvent rouler. Je pense que ça sera difficile d'avoir autre chose qu'un sprint massif, pour être totalement franc. Pour les conditions météo, c'est un petit peu tôt pour le dire là pour l'instant, parce que c'est quand même dans 4 jours. Mais les gros favoris, c'est bien évidemment Tim Merlier, Jonathan Milan. Tim Merlier plutôt avantagé par rapport à Milan, parce qu'on sait que c'est le plus rapide. Faudra voir quand même comment ils ont passé la montagne tous les deux, parce qu'en troisième semaine de Tour de France, c'est important. Milan a aussi fait des gros efforts pour le maillot vert.
Peut-être que la veille, il aura fait l'échappée pour aller chercher des points en sprint intermédiaire. Donc peut-être que Milan sera un peu plus fatigué que Tim Merlier. Donc peut-être léger avantage pour Tim Merlier là-dessus quand même. Et puis ensuite, on verra si derrière, il y a des sprinteurs qui ont mieux passé les Alpes que les autres, et bah, les Pyrénées pardon que les autres, ils auront peut-être un peu plus de punch sur ces étapes-ci que ce qu'ils avaient au début du Tour de France. Mais il y a très clairement deux favoris pour cette étape-là. Étape numéro 18. Quelle infamie! Et c'est l'étape la plus dure de ce Tour de France. Étape donc qui arrive au col de la Lose. Concrètement, qu'est-ce que c'est cette étape? C'est 171 kilomètres avec 3 cols hors catégorie, dont le col de la Lose. Et c'est pas des cols hors catégorie très simples, parce qu'on a le Glandon, puis le col de la Madeleine, un peu de vallée, et on arrive au col de la Lose. Pour rappel, le Glandon, c'est très irrégulier, mais c'est 21 bornes à 5%. C'est très très long. La Madeleine, là, c'est beaucoup plus régulier, mais c'est beaucoup plus dur. 19 kilomètres à quasiment 8% de moyenne. Ça fait très mal. Et puis le col de la Lose. euh, Tout ça pour un dénivelé total de 5600 mètres de D+. Donc c'est totalement fou. Euh, on va pas passer par le versant le plus dur de la Lose. On passe par Courchevel cette fois-ci. Mais ça reste quand même 26 kilomètres à 6% de moyenne. Donc c'est totalement fou. À noter que sur ce versant-ci du col de la Lose, euh, on a un truc un peu différent. On commence d'abord avec un truc assez régulier sur le début. On va dire que les 15 premiers kilomètres, alors c'est quand même assez fou de dire ça, mais les 15 premiers kilomètres du col, c'est à peu près régulier, autour de 7%, 6-7%. Et ensuite, on a un peu des petits paliers avec des murs et des replats. euh, pour une rampe finale, notamment les 500 derniers mètres qui sont à plus de 10% de moyenne, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Donc évidemment, c'est une infamie. C'est très très dur. Euh, il y aura une belle échappée parce que il y a beaucoup de points à aller chercher pour la montagne. Parce que il peut y avoir une échappée de grimpeur vu qu'on commence par le col du Glandon assez vite, même s'il y aura un sprint intermédiaire avant qui va être aussi joué par Milan. Donc c'est pour ça que je dis aussi petit avantage pour Milan pour le maillot vert. Je pense que Pogacar voudra quand même aller chercher cette étape-là parce qu'elle est très prestigieuse et parce qu'il a un compte à régler avec le col de la Lose où il a fait sa défaillance contre Vingegaard. Donc je pense qu'UAE va rouler pour aller chercher l'étape. C'est pour ça que j'ai un peu peur pour les échappées. Mais ça sera une échappée de très gros grimpeurs hein, qui sortira dans le col du Glandon a priori. Donc dans les noms qu'on va citer, de toute façon en troisième semaine c'est pas très compliqué. Il y a plus beaucoup de coureurs qui ont encore beaucoup d'essence et c'est là qu'on voit les plus forts. Donc ce sera des Lenny Martinez, des Valentin Paré-Peintre, des Timen Arensman, Carlos Rodriguez pour Ineos. Pourquoi pas peut-être Vlasov pour l'équipe Red Bull Bora, Guillaume Martin évidemment peut-être, même si pour l'instant il n'a pas montré une forme très impressionnante. Pourquoi pas même Emile Verstringhe, qu'on a vu assez à son aise, le Belge du cyclocross de l'équipe Alpecin. Évidemment Michael Storer, évidemment Ben O'Connor. Pourquoi pas Christian Rodriguez pour la Arkea. Puis après des mecs comme Heiner Rubio, comme Harold Terrada, Jordan Jegat, Michael Woods. Enfin concrètement, les gars qu'on a vus dans les échappées de montagne des Pyrénées, ça sera à peu près les mêmes qui seront présents dans ces échappées-ci pour les étapes des Alpes et notamment pour cette étape du col de la Loze. Euh, on aura des coéquipiers Visma, je pense, dans l'échappée, donc à choisir au choix entre Jorgensen, Yates et Kuss. Peut-être des coéquipiers UAE, même si c'est un peu moins certain. Mais donc il y aura probablement ce genre de gars dans l'échappée. Est-ce qu'on laissera aller dans l'échappée des gars du top 10? Je pense par exemple à des Benny, des Kevin Vauquelin, des Tobias Allan Johansen. C'est des gars qui sont déjà très lents au classement général, mais en plus il y a le Ventoux entre deux, donc ils auront encore plus de retard par rapport à Pogacar. Mais est-ce qu'ils auront de la latitude pour aller dans les échappées? C'est pas certain. Déjà du point de vue de la UAE, on sait que Vauquelin pour l'instant c'est un gars qui a pas trop le droit de sortir, mais aussi du côté des autres équipes, parce que là on a vu par exemple, il y avait Jordan Jegat et Carlos Rodriguez dans l'échappée pour aller à la Carcassonne. IF et UNEX sont roulés. Donc, en fait, si un de ces gars du top 10, même s'il est très très loin, essaye d'aller dans l'échappée, peut-être qu'il y aura les autres équipes du top 10 qui vont lui rouler dessus. Donc, pas certain qu'ils aient la possibilité d'aller se glisser dans l'échappée. En termes de classement général, je pense pas qu'on aura des manœuvres avant le col de la Loze, parce que ce qui est dommage, c'est qu'on a un peu de vallée au niveau de Moutier. Là, quand on arrive en bas du col de la Madeleine, on a peut-être 10 km, 10-15 km de vallée avant le début du col de la Loze, qui fera un peu mal. Donc, je pense qu'on n'aura pas de grande manœuvre avant le col de la Loze, qui est déjà suffisamment difficile comme ça.
À moins qu'on ait une manœuvre de la Visma, un peu comme dans le Finestré, là, où on met Van Aert à l'avant, et puis on le récupère dans la vallée pour faire un gros bout droit dans la vallée, mais là, c'est franchement pas une option probable. Parce que ce qui s'est passé dans le Finestré, c'est parce que Isaac Del Toro était tout seul. Là, même si Vingegaard sort tout seul et qu'il arrive à lâcher Pogacar dans la Madeleine, qui retrouve un Van Aert sur le plat, de toute façon, il y aura des équipiers à ce moment-là, je pense, avec Van Aert. Avec, avec Pogacar, s'il a décidé de pas suivre Vingegaard. Donc bon, j'y crois assez peu. Et donc, ce col de la Loze, qui est toujours aussi difficile, qui arrive à 2300 mètres d'altitude. Et donc, il n'y a pas des pentes très très dures en fait, hein, dans le col de la Loze, par Sens. Même s'il y a des petits murs avec des trucs à 10%, mais la véritable difficulté de l'étape, ça va résider dans la longueur et dans l'enchaînement des difficultés. On l'a dit, hein, 5600 mètres de dénivelé positif, c'est simplement affreux. Attention au délai pour les sprinteurs, par exemple, même si, bon, après l'étape de Valence, il y a peut-être pas mal d'entre eux qui vont décider d'abandonner. Mais moi, sur cette étape, j'ai un peu peur pour des gars comme Ben Illy et Kevin Vauquelin, qui sont pas forcément des grands montagnards. Là, il y a vraiment énormément de difficultés, donc j'ai peur qu'ils sautent un peu sur cette étape-là. Ça sera peut-être quand même l'occasion de voir ce que Pogacar donne sur des ascensions si longues que celle-ci, même si sur Otakam c'était déjà long et il n'était pas mauvais, mais on sait que de base, le col très long, très dur, c'est plutôt avantage Vingegaard que Pogacar, mais bon, la Pogacar est à un tel niveau qu'a priori ça devrait pas trop le déranger. Je pense par contre qu'on aura un mec comme Félix Gall qui risque d'être performant. Euh, on sait qu'il a déjà gagné l'étape qui était à la Lose à l'époque, Félix Gall, donc là c'est le moment pour lui de reprendre un peu de temps sur les autres. Notamment à des Kevin Vauquelin par exemple. On verra aussi quel sera le niveau de Lipovic sur cette étape-là. Et puis je pense qu'on aura une belle bataille avec Félix Gall, Primoz Roglic et puis Oscar Onley sur cette étape-là. Mais ça c'est un peu dommage quand même que le tour soit probablement déjà joué à ce moment-là. À moins que sur l'étape du Ventoux, on ait Vingegaard qui inverse la vapeur. On va probablement pas vibrer autant que ce qu'on aurait pu espérer quand on a vu le profil de l'étape sortir lors de la présentation du Tour de France. Mais bon, ça c'était le gros risque de ce Tour de France, c'est que ce soit déjà joué à Hautacam. Et donc toutes les grosses étapes de montagne qui nous hypaient sur la fin, elles sont tout de suite un peu invalidées par le fait que le classement général est déjà joué à ce moment-là. Mais donc sur cette étape-là, quand même, avantage plutôt aux favoris, alors que le lendemain, ce sera plutôt avantage aux échappés, je pense. Déjà parce que Pogacar aura déjà gagné au Ventoux et puis à la Lose, donc à un moment, s'il veut pas se faire étriper par tout le monde, et puis s'il veut un peu donner de repos à ses coéquipiers, on va peut-être pas aller chercher la victoire à la Plagne. Mais donc la Plagne, c'est plus court, c'est une étape de 130 bornes seulement, avec 4600 mètres de dénivelé positif. On va enchaîner l'école. Encore une fois, il y a un sprint intermédiaire au tout début de l'étape, que Jonathan Milan pourra aller jouer s'il veut. Quoique c'est au début de la première ascension, donc peut-être que ça montera un petit peu. Mais il sera peut-être capable d'aller chercher des points quand même, de se donner la peau. Et ensuite, on a un très gros enchaînement de cols. Tout d'abord la côte d'Héry sur Ugine, deuxième 4. Ensuite, col des saisies, première catégorie. On redescend, pas de vallée et direct, bam, on enchaîne une première rampe qui prépare le col du Pré. Donc cette rampe, elle fait 4 bornes à 7%, donc c'est pas rien non plus, ça aurait pu être répertorié. Et ensuite le col du Pré. Col du Pré, c'est plus de 12 km à 8% de moyenne, très dur. On arrive au sommet, pas de descente parce qu'on va au Cormet de Roseland. Et donc là, ça continue. Le Cormet de Roseland qui aurait pu être un hors catégorie, mais vu qu'il est placé ici en suite du col du Pré, c'est qu'un deuxième 4. Et enfin, quand on passe le Cormet de Roseland, on aura le droit de se reposer un peu avec une longue descente qui fait 20 bornes et ensuite qui se suit de 10 km de plat, voire faux plat descendant pour arriver en bas de la plagne. Donc on aura 30 km pour souffler un petit peu. Et ensuite, on a l'ascension de la Plagne. Ascension de la Plagne, c'est très, très, très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est 19 km de manière très régulière à 7% de moyenne. Donc c'est vraiment une infamie. C'est pas la première fois que je dis ce mot, mais là, franchement, la Plagne, t'as pas un moment pour souffler. C'est le dernier col du Tour de France. Ça va être la fatigue de tous les côtés. Ça sera vraiment très dur. Ça peut faire des gros écarts si on décide de se faire la bagarre. Euh, Encore une fois, je pense que ça se jouera plutôt dans la dernière montée, parce que les organisateurs ont décidé de faire des étapes de montagne qui se jouent uniquement en arrivée au sommet. Donc là, en plus, avec un peu de vallée avant, c'est difficile de voir autre chose qu'une étape qui se joue dans le dernier col, malheureusement. Mais bon, tant pis. Je pense que UAE laissera la victoire quand même, mais
c'est pas impossible que Pogacar gagne quand même. Je m'explique. UAE ne va pas tout faire pour aller la chercher. En revanche, on est sur la dernière étape de montagne, ça va attaquer de partout. Tous les gars du top 10 vont essayer d'aller dans les échappées. Et il y aura beaucoup d'intérêts croisés entre les gars qui veulent aller chercher le top 10, les gars qui veulent aller chercher le maillot à poids. Ce qui fait qu'on risque d'avoir des équipiers qui vont pas mal rouler derrière les uns et les autres. Et donc, peut-être que l'échappée ne pourra pas prendre tant de champs que ça. Et donc, si l'échappée ne prend pas beaucoup de temps, et ben, peut-être que Pogacar, sans faire exprès, il va gagner quand même. Donc, ouais, encore une fois, il y aura beaucoup de points à aller chercher pour le classement de la montagne, même avant l'étape, avant la montée à la plagne. Donc, Lenny Martinez, tout ça, ça doit aller batailler. Et toujours pour les échappés, hein, c'est toujours un peu les mêmes noms que ceux qu'on a sortis précédemment. Les Martinez, les Arensman, les Storer, O'Connor, etc. Euh, il y aura déjà plus d'enjeux pour la victoire finale, probablement sur cette étape-là, sur la plagne. Pour le reste du général, les écarts sont déjà très importants. Là, cette deuxième journée de repos, qu'est-ce qu'ils seront le matin de l'étape de la plagne? Je sais pas si on aura encore beaucoup de suspense, mais donc on verra quels seront les enjeux qui restera à ce moment-là. Et pour cette étape-là, il faudra être encore une fois très fort, il faudra avoir de la fraîcheur, il faudra être un très bon grimpeur parce que ça grimpe tout le temps, ça monte et ça descend. Et encore une fois, j'ai un peu peur pour Kevin Vauquelin sur cette étape-là parce que là, il va commencer à en avoir plein les chaussettes de la montagne. Et cette étape-là, c'est que des enchaînements de montées, donc j'ai un peu peur pour lui. Mais ça sera une belle étape à suivre quand même avec ce terrible col de la Plagne en juge de paix finale de ce Tour de France. Le juge de paix finale, même si sur l'étape 20, qui est un vrai chantier, on pourrait aller chercher des écarts aussi au classement général. Je vais être volontairement un peu provocateur, mais c'est peut-être l'étape la plus intéressante de cette semaine, plus intéressante que celle de haute montagne, parce que pour la haute montagne, les scénarios sont déjà un petit peu écrits. Alors que là, pour cette étape Nantua-Pontarlier, 180 km, 2900 mètres de dénivelé positif, grosse bataille pour aller chercher l'échappée, beaucoup de coureurs qui peuvent gagner, beaucoup d'équipes qui n'auront toujours pas gagné, beaucoup de coureurs qui seront frustrés de leur Tour de France. Ça va être la grosse, grosse, grosse bataille pour aller dans l'échappée. Surtout qu'on aura les organismes qui seront complètement rincés. On a eu un Tour de France difficile avec beaucoup d'étapes de montagne, des étapes de transition qui se sont roulées à allure folle. Donc là, ça va être la dernière étape pour achever définitivement les coureurs. Et donc, je pense que ce sera une échappée qui s'imposera et ça sera forcément des très costauds qui seront dans cette échappée. Le départ avec Caspat, hein, ça monte déjà dès le début. Ensuite, on a 12 bornes, on va dire, avant d'aller au pied du troisième catégorie. On a un troisième catégorie, ça redescend, un quatrième catégorie, ça continue de monter après le quatrième catégorie. Bref, c'est des toboggans cette étape-là, ça monte, ça descend tout le temps. Et donc, il faudra être très costaud. Ça me fait un peu penser à l'étape que Benilly a gagnée, ça me fait un peu penser à l'étape que Tim Wellens a gagnée, à celle que Johan Abrahamsen a gagnée. Donc ça sera toujours ces coureurs-là hein, qui pourront aller dans les échappées. Donc les Wellens, Narvaez, pourquoi pas pour UAE s'ils ont un peu de liberté. Encore une fois, Campenars qui sera à l'attaque, je pense. Pourquoi pas avec Wout van Aert. La formation IF aura beaucoup à jouer sur cette étape-là. On peut voir peut-être même un Asgreen devant, un Alex Baudin, un Nelson Poles. Pourquoi pas un Banili s'il est très loin en général à ce moment-là. Des Matej Moric, Fred Wright, ça peut aller jouer la bagarre aussi sur cette étape-là. Pourquoi pas même Timen Arensman, s'il est pas rassasié après toutes les étapes de montagne. Avec un Axel Laurence, on espère. Axel Laurence qui fait cinquième à Carcassonne. Évidemment, il y aura Quinn Simmons dans cette échappée-là. Pourquoi pas avec Thibaut Nice et Jasper Stuyven. Côté FDJ, ça serait bien de voir Madouas parce que c'est une étape qui lui convient bien. Qui est pour une fois qu'il y ait Romain Grégoire dans l'échappée. Ils n'ont jamais réussi à le mettre dans une échappée. Là, ça serait une très bonne idée de le faire. Pourquoi pas un Ivan Romeo dans l'échappée. Un Bruno Armirail, ça pourrait bien lui convenir. Côté français, on a aussi Warren Barguil qui semble un peu revenir en forme sur cette fin de Tour de France. C'est une étape qui peut lui convenir. Un Jonas Abrahamsen évidemment, et pourquoi pas un Alexei Lutsenko. Se pose la question de qu'est-ce que fera Mathieu Van Der Poel. J'ai l'impression que sur cette étape-là, il va laisser filer pour être prêt pour l'étape de Paris, mais c'est pas impossible qu'il décide de jouer un petit peu sa carte dessus, même s'il aura évidemment une grosse pancarte. Mais donc, ça sera des coureurs très très solides qui se feront la guerre sur cette étape-là, et ça sera, je l'espère, passionnant à suivre. En fait, il y a tellement de montées-descentes qu'on ne sait pas où se fera la décision. Euh, On ne sait pas si ça va finir par un coureur seul, comme en mode Tim Wellens ou Benili, si ça sera un petit groupe.
comme sur la victoire pour Jonas Abrahamsen. Il y a pas mal de montées, pas mal de faux plats. Ça peut sortir à tout moment. Dans le final, là, on a quelques faux plats, avec aussi un quatrième catégorie qui a 25 bandes de l'arrivée, qui peut jouer. Je pense que ça va se jouer à la pédale, bien sûr, mais aussi tactiquement, parce qu'on l'a vu, les victoires de Banili, c'est il part et personne ne le suit. Les victoires de Tim Wellens, c'est il part de derrière. On met un peu de temps et on n'arrive pas à le reprendre. Et puis après, une fois qu'il a 10 secondes d'avance, c'est terminé. Donc encore une fois, ce sera une étape qui sera très, très tactique. Et celui qui va gagner cette étape-là sera forcément un coureur très, très fort. Est-ce qu'on peut avoir des mouvements pour le classement général? Peut-être. Parce que l'étape est très dure, elle sera difficile à contrôler, donc peut-être qu'un mec essaiera de se glisser dans l'échappée, et puis ensuite ça sera la guerre des équipiers pour essayer d'aller le rechercher, mais peut-être que les écarts seront déjà trop importants à ce moment-là par contre, et qu'on n'osera pas trop le faire, mais c'est l'étape qui me hype le plus quasiment sur cette semaine-ci, avec l'étape du lendemain qui arrive à Paris. Donc on va en parler tout de suite. L'étape qui arrive à Paris, 130 bornes, Mantes-la-Ville jusqu'à Paris, sur les Champs-Élysées. Arrivé sur les Champs-Élysées comme d'hab, sauf que pas comme d'hab. On passe 3 fois par la butte Montmartre, en passant par la rue Lepic, comme sur comme sur les Jeux Olympiques. Avant, on aura fait quelques tours de circuit sur les Champs-Élysées. Et donc se pose la question de quel sera le scénario de cette étape-là. Il y a trois possibilités. La première, c'est qu'on fasse une parade tout du long et qu'on fasse un sprint. La deuxième solution, c'est qu'on fasse une parade au tout début sur les champs, etc., machin, et qu'on arrive dans la rue Le Pic, on commence à s'attaquer. Et la troisième possibilité, c'est on s'attaque dès le début, parce que c'est quand même une arrivée très prestigieuse, et c'est pas forcément les sprinteurs qui vont aller s'imposer. Donc le scénario est archi indécis. La dernière côte de Montmartre, le sommet est à 6 km de l'arrivée. C'est pas très très dur, hein, la côte de Montmartre, mais c'est des pavés, c'est urbain. Il n'y a pas tant de virages que ça, mais c'est quand même attention, il y a des îlots directionnels partout, des rues en faux plat. Euh, Ça peut être un grand spectacle si les coureurs décident de faire le spectacle. Et si on se pose la question de qui peut attaquer sur cette étape-là, bah évidemment Van Der Poel. Très clairement, il a coché cette étape-là. Je pense même qu'il va faire une croix sur le maillot vert pour se consacrer à cette étape-là sur la troisième semaine. Il ne fera rien sauf attendre cette étape-là. Et évidemment, c'est un profil qui lui convient très bien. Remco, bah oui, quand même, Remco, c'est quand même le gars qui était champion olympique sur ce profil-là. Il sera pas là vu qu'il a abandonné. Est-ce que la UAE va jouer cette étape-là? Bah, je suis pas sûr. Et même, je pense pas. Parce qu'ils auront probablement gagné le tour. Ils auront probablement au moins 7 victoires d'étape. Parce que là, ils en ont 5. Et il reste le Ventoux. Notamment, il reste la Lose. Comme je vous le disais, je pense que Pogacar les a cochés et pourquoi pas la Plagne. Donc 7 ou 8 victoires d'étape à ce moment-là. Pas sûr qu'ils aillent la jouer non plus. Wout van Aert, il peut la jouer, cette étape-là, parce que ça lui convient. Est-ce qu'il est au niveau? À chaque fois qu'on l'a vu se frotter un peu à Van Der Poel, il était vraiment un peu loin de son niveau, donc je suis pas sûr qu'il soit à ce niveau-là. Côté français, on pourrait envisager Romain Grégoire qui joue un truc. Ça serait bien qu'on le voit enfin, Romain Grégoire, parce que il m'a pas mal déçu par ses absences. Il a beaucoup attaqué sur les premières étapes, mais ensuite là, il y a beaucoup d'étapes qui lui correspondaient où on l'a pas vu. Pourquoi pas un Kevin Vauquelin hein, même hein, à ce moment-là. Et puis quelles équipes auront un sprinter à ce moment-là? Parce qu'il peut y avoir des abandons de sprinter entre deux. Je pense que Jonathan Milan sera là parce qu'il sera encore maillot vert. Binyam Girmay sera là. Arnaud Delis sera là. Donc ça fera trois équipes qui peuvent rouler pour aller chercher la victoire sur ce profil-là. Après, il y aura encore beaucoup d'équipes qui n'auront pas gagné d'étape, qui auront un petit sprinter en lot, qui vont dire il faut jouer le tout pour pas être Fanny. Donc il y aura quand même plutôt pas mal d'équipes qui seront là pour jouer, mais est-ce qu'ils auront la force d'aller chercher des attaquants s'ils sortent? Est-ce qu'il y aura des attaquants? Si les attaquants c'est Van Der Poel, dans quel état il sera? Donc scénario très indécis. Avantage quand même, je dirais Mathieu Van Der Poel, mais il peut se passer beaucoup de choses et il peut aussi se passer rien du tout et avoir un sprint, hein. Mais pour l'instant, le scénario, on le connaît pas. C'est la première fois qu'on a cette configuration de course. Donc voilà pour la dernière semaine. En termes de classement général, on va quand même se mouiller un peu, faire un petit prono. Actuellement, je pense que bon, Pogacar, Vingegaard 1 et 2, ça ne fait pas de doute. Lipovic 3, c'est certain. Je vois bien Oscar Onley faire une quatrième place quand même. Déjà parce qu'il a un peu d'avance sur ses concurrents directs et qu'il a l'air bien en jambes. En revanche, je vois bien un Félix Gall aller chercher la cinquième place devant Kevin Vauquelin, devant Primoz Roglic.
Roglic, peut-être 6 ou 7. Vauclin, j'hésite avec Tobias Allan Johansen pour savoir qui sera huitième et qui sera septième. Mais je pense que Vauclin fera top 8. Parce que derrière, c'est trop loin en termes d'écart. C'est du Carlos Rodriguez, du Benili, du Jordan Gegat. C'est des gars que en montagne, Vauclin, il peut aller taper. Donc, vu l'avance qu'il a, je le mets quand même pas trop mal pour faire un top 8. Donc, allez, si on se lance dans un classement final, je dirais Pogacar, Vingegaard, Lipovic, Onley, Félix Gall, Primoz Roglic, Kevin Vauclin septième, allez, devant Tobias Allan Johansen. Et ensuite, Carlos Rodriguez 9e, Ben Nili 10 et Jordan Gegat 11 malheureusement. Mais c'est mon pressentiment pour le top 10 final. Évidemment, là, je prends pas en compte le fait qu'on puisse avoir des abandons. On en a déjà eu beaucoup, on n'est pas à l'abri d'en avoir d'autres. Et donc je pense qu'on a Vauclin 7e au classement général et puis Gegat 11 et Martin 12 ou 13. Donc on aura quand même un Français dans le top 10 avec Kevin Vauclin. Et en revanche, je pense qu'on n'aura pas de victoire française sur ce Tour de France. C'est un peu malheureux à dire, mais là, je pense qu'on a laissé passer nos chances sur cette deuxième semaine. Et sur cette troisième semaine, ça sera trop dur. Parce que au Mont Ventoux, ça sera Pogacar. Le sprint à Valence, je vois pas qui peut gagner. Je veux pas porter atteinte à Paul Pénoët ou Arnaud Démare, mais je les vois pas aller gagner à Valence. La Lose, ça sera trop dur, ça sera pour Pogacar. La Plagne en échappée, peut-être un Français, mais même à part Lenny Martinez, je vois pas un Jordan Gégat ou un Guillaume Martin aller s'imposer. Clément Berthet, tout ça, c'est un peu trop loin. Warren Barguil aussi, donc compliqué. Il y a peut-être l'étape de Pontarlier où on peut se jouer un truc, mais on a vu que les étapes comme ça, c'était pour les très costauds du type Abrahamsen, Benili, Tim Wellens. Je suis pas sûr qu'on ait un coureur si fort que ça côté français. Donc pourquoi pas aller peut-être Romain Grégoire ou Alex Baudin, Warren Barguil, un de ces gars-là, mais j'ai peur de pas y croire. Axel Laurence, franchement, ça me paraît difficile. Et puis l'étape des champs, soit c'est un sprint, soit c'est VDP ou Pogacar, je pense, même si je pense que Romain Grégoire et puis Kevin Vauclin peuvent peut-être aller chercher un podium sur cette étape-là, mais j'ai du mal à voir un scénario dans lequel ils s'imposeraient. Donc, bah, je pense qu'on va être Fanny sur ce Tour de France, mais tant pis. J'espère que cet épisode vous aura plu, et je vous dis à une prochaine, peut-être pour le débrief de Tour de France, ou alors peut-être pour parler de la Vuelta qui viendra plus tard. Salut!